bonsoir le grand maître. Comment vous allez? Très bien, vous-même? Ben, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Un peu fatigué, on revient de Korogo, mais ça peut aller. Dieu merci. J'espère que vous n'avez pas été poursuivi par les masques de Korogo. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que les masques, il nous faut. Les masques, il nous faut là. Quand ils sont sous l'emprise du Chapalo, c'est pas évident, hein? Oui. Voilà. Il y a eu une belle fête là-bas, le jour de la Tabaski. Mais il y a l'aspect qui a été vraiment plus que généreux. Voilà, oui. Et ça, vraiment, il faut lui dire merci pour tout ça. Oui. C'est vraiment quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et là, comme ça, beau. Et là, comme ça, vous me dites que vous aviez fait un rêve. Oui, j'ai fait un rêve. Et là, on va vous écouter. Il faut que j'explique le rêve. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un coup de rouge, je vous écoutais, tout le monde a rêvé, mais il faut que le HMC aussi rêve aussi. Effectivement, c'est gratuit d'ailleurs. Dans mon rêve, il y avait M. Laurent Gbagbo, qui avait beaucoup de cheveux. En son temps, on parlait de cheveux afro, là. Il avait ces cheveux-là. Il y avait vous. Il y avait la mère Massiata Blanc. Il y avait ma mère Marguerite Aki. Et puis il y avait Cubière. Alors on s'est retrouvé devant la CEI et il a remis sa carte d'électeur à M. Laurent Gbagbo. J'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Mon cœur était serré. Et puis, on s'est retrouvé en train de voyager avec Koudou Laurent Gbagbo. Donc j'ai appelé de mes petits qui dit viens, tu vas nous aider. Tu vois la carte qui est dans la poche de ce monsieur-là. Faut tout faire, tu vas déchirer ça, tu vas prendre. Le petit dit, ah Olivier, ça c'est un petit problème. Je vais prendre ça vite même, chap même. Et puis dans le véhicule, chemin faisant, Gbagbo a demandé à ce qu'on ouvre les fenêtres pour qu'il puisse recevoir de l'air dans ses cheveux. Et il a commencé à dormir. Donc le petit s'est approché. Et qu'est-ce qu'il a fait? il a coiffé les cheveux de Laurent Gbagbo pendant qu'il dormait. Et il a utilisé la lame qu'il avait pour déchirer sa poche pour subtiliser la carte d'électeur qu'il avait. Donc on arrive à la gare, on descend du car et Laurent Gbagbo touche ses poches, il se rend compte que sa carte d'électeur n'est pas là. Il commence à dire Nyanyo, Dédéo, Nyanyo, je suis mort, je suis foutu. Et puis un instant après, il a porté ses mains sur sa tête. Et au lieu de trouver ses cheveux, il n'y a plus de cheveux. Il se rend compte que la tête est carrément rasée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, heureusement que ce n'est pas moi. Donc tout le monde à côté a commencé à rire, puisqu'on l'a vu avec les cheveux sur la tête. Et le petit a rasé tous les cheveux de Laurent Gbagbo. Et tous ses poches, il ne voit pas sa carte. Et toute sa tête aussi, il ne voit pas ses cheveux. Et il dit, heureusement que ce n'est pas moi. Donc c'est comme ça que je me suis réveillé. Alors donc j'ai dit, je vais dire à la classe, avec la propre vérité, ces pasteurs, pour ne pas dire qui font des rêves à n'en point finir, qui peut lire dans l'avenir, j'ai lu quelque part où Dieu disait que si les djinns, au temps de Salomon, avaient la possibilité de lire dans l'avenir, ils auraient su à quel moment l'ange de la mort a pris, pour ne pas dire l'âme de Salomon. Mais pendant que Salomon était assis sur son trône, ben, ils ont continué de travailler. Donc le djinn, lui, ne peut pas lire dans l'avenir. Donc ces faux pasteurs-là qui suivent la toile matin, midi, soir, disent ils ont vu ceci, ils ont vu cela, mais c'est des menteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité avec Alassane Draman Ouattara. On peut voir des choses, on peut toucher des choses. Alors qu'ils arrêtent. Je prends le cas de Bob Lee. Je ne sais pas s'il est mort ou s'il n'est pas mort, je ne sais pas. Mais toutes ces personnes qui insultent, vous avez en face un monsieur qui ne parle même pas. Et ça ne vous interpelle pas. Depuis des années, vous l'insultez, il ne répond pas. On a vu l'autre qui a pris la mallette.
Aujourd'hui, elle est où? 6 pieds sous terre. Mais à quel moment on va réfléchir? Ils vont réfléchir pour dire, ben, écoutez, ça suffit comme ça. Alors moi, je ne prends pas la peine d'intervenir pour ne pas dire sur ces choses-là, parce que je me dis, c'est de petites gens, c'est de petites personnes. Mais je jure sur la tête de mes 2 enfants. Le 6 qui va devenir 9 là. Moi-même, j'attends ça. Parce que moi, ma mère, aujourd'hui, elle n'entend plus d'une oreille. Pendant des marches, elle a été chicotée au plateau, mise dans un caniveau. Tellement que le coup était fort qu'elle a uriné même sur elle-même. On n'a pas passé le temps à nous emmerder avec ça. Quand j'ai pris la parole sur la plateforme là, moi j'ai échappé à la mort à la rue Lépic. De peu je perdais pour ne pas dire ma vie. Alors le 6 va devenir 9 là. J'attends ça de pied ferme. Et cette fois-ci, vous serez tellement nettoyés que la terre va révulser vos corps. Et ces hommes politiques qui enveniment la situation tous les jours, moi je les connais personnellement parce que mon père a travaillé avec M. Laurent Gbagbo sur la question de Air Afrique. Il était question d'ouvrir un compte dans une banque dont je vais taire le nom pour pouvoir payer le droit des salariés de Air Afrique. Parce que le matériel roulant sur le tarmac de l'aéroport servait à la mise au point des avions qui arrivaient et c'était du cash. Mais cet argent est resté où? Au plateau, en face de la SGBCI, c'est là que j'ai trouvé le siège où ils faisaient des réunions, où les pères de famille tenaient des réunions par rapport à leur situation. Il était question de payer pour ne pas dire ces droits-là à ces travailleurs-là. Et cet argent était reversé quotidiennement là-bas. À un moment donné, mon père n'avait plus accès à ce compte-là. Il a tapé les portes, allé à la présidence, tout et tout et tout. C'était un refus catégorique. Il y a des pères de Air Afrique qui sont morts dans la misère. Des personnes qui n'ont pas pu s'organiser assez tôt, elles sont mortes dans la misère. Et ça, c'est par la faute de M. Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai rien contre sa personne. C'est ses agissements. Alors, ceux qui le suivent à un moment donné, il faut pouvoir réfléchir et lui dire aussi la vérité. Vous ne pouvez pas manger la sueur des personnes et puis être heureux, c'est pas possible. Dans toutes ces personnes-là, je les connais un peu parce qu'on les a côtoyées un peu. Même Blé Goudé, s'il m'entend, ben, il sait. À l'hôtel d'Ivoire, on était tous étudiants. Et dans le couloir, il y a 2 dames qui sont venues le voir. Il y a une qui a dit, ben, tu es mignon, hein. Et lui a dit, ben, si c'est pas à cause de mon argent, là, et toi, tu peux dire que je suis mignon. Moi, je sais que je suis vilain. Mais en son temps, c'est les stations d'Abdoul, papa Abdoul, qui l'avait pris. Blé Goudé s'est permis d'appeler, pour ne pas dire, la femme de Philippe Até, qui est décédée, père à son âme, père à l'âme, papa Philippe Até, qui est décédé.
pour lui dire que depuis ce matin, j'appelle ton mari, il ne décroche pas le téléphone. S'il ne décroche pas, je vais le faire renvoyer. Et ma mère était là ce jour-là. Elle a dit à Blé Koudé, ce n'est pas toi qui as mis Philippe Pathé à ce poste-là. C'est mon mari qui a été appelé par Feu Robert Guéhi de venir gérer la Sotra. Mon père a dit ce jour-là, on ne prend pas un pilote d'avion pour aller conduire un baka. Mais j'ai mon ami qui est là, qui a fait la banque au Niger, je vais le faire venir. C'est comme ça que papa Philippe Pathé s'est retrouvé à la tête de la Sotra. Donc il ne vous doit rien. Comme c'est des gens sans éducation, c'est des pauvres lots. Et c'est vous aujourd'hui encore qui voulez peut-être à la destinée de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut arrêter. Vous avez volé de l'argent, on vous l'a concédé. Prenez, mangez, vivez comme vous voulez. Et à un moment donné, laissez les Ivoiriens vivre tranquillement. Alors le 6 va devenir 9 là. J'attends ça de pied ferme. Et ce jour-là, on va vous apprendre le respect. Monsieur Nicolas, je ne veux pas être long. Comme je reviens de voyage, je suis un peu fatigué. Merci de la parole que vous m'avez donnée. Et puis bien de choses à tous les élèves de la classe. Merci. C'est nous qui vous disons merci. Et vous venez de nous faire replonger encore dans des sentiments vraiment difficiles. Parce que ce qui étonne beaucoup de personnes quand on leur parle, chacun de nous ici a été victime. Mais en plus, on était à un doigt de la mort, que ce soit sous le régime Bédié ou le régime de Laurent Gbagbo. Ce qu'on dit ici, on dit des choses, nous ne sommes pas dans l'amusement. Et même quand vous pensez qu'on s'amuse, on est loin de s'amuser. Cher frère, tu vois, on s'amuse à dire des rêves et autres. Tu vois, on ne peut pas expliquer certaines choses sans entrer dans la cosmogonie. La cosmogonie, c'est quoi? C'est les mythes, ou bien si vous voulez, les différentes explications que chaque peuple donne à la formation de l'univers et puis des choses célestes. Et donc, le rêve n'étant pas quelque chose de physique, le rêve aussi rentre dans cette catégorie-là. Tu as dit comme ça qu'il avait ses cheveux qu'il a perdus. Mais si on se base sur la cosmogonie abrahamique, ça veut simplement dire que c'est quelqu'un qui est en fin de vie. Sans le dire, ça se voit. Et ça, je suis désolé de le dire, mais quand tu regardes même Laurent Gbagbo profondément, tu sais que c'est quelqu'un qui est en train d'aller vers sa fin de vie. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, il fait du mal aux gens, parce qu'il a déjà connecté son âme au mal. Mais souviens-toi, lorsque deux personnes sont allées voir le prophète Joseph, ou Youssouf pour les musulmans, il y a un qui s'est amusé comme ça. C'était un amusement. Hein. Il dit, non, moi j'avais des trucs sur la tête là, et puis les oiseaux ont picoré. Tu te souviens, non? Et le prophète Youssouf lui a dit, toi, tu seras décapité. Donc, même ce que tu as dit là, même si c'est un amusement, ça va s'accomplir sur Laurent Gbagbo. Ses cheveux là vont tomber. Et ça sera avec une humiliation. Il n'y a rien qui est gratuit parce qu'en réalité, même la parole là, c'est Dieu lui-même. Ce que Laurent Gbagbo a fait, il va le payer. Mais ce qui sera encore plus dramatique, c'est les partisans qui s'amusent à croire qu'ils sont des partisans de Laurent Gbagbo. Si vous savez le déferlement de haine qui est là contre vous, vous allez vous dire, vraiment, le monde est devenu une place aussi dangereuse que vous-même, là, vous allez vous suicider en avance. Vous voyez mal. Ce ne sont pas les forces régulières de Ouattara qui vont régler vos comptes. Et ça, les politiciens qui se sont habitués à ce mode de vie, là, vous avez sémé le mal, le désordre. Vous avez sémé des malheurs dans chacune des familles en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que les gens vous aiment. Et que la vie, là, vous avez une immunité divine. Mais sachez que cette fois-ci, souvenez-vous de ce que j'ai dit, la main de Dieu frappera. Mais ça ne sera pas une main invisible, ça sera des hommes en vrai. Et ça sera nous. On va vous frapper avec une ardeur impitoyable.
Ce jour-là, vous allez voir les corps des politiciens partout en Côte d'Ivoire. Je dis bien des politiciens. Parce qu'on a déjà repéré c'est chacun d'entre vous et vos familles et vous-même allez payer ça avec le prix du sang. Ça, il faudrait que ce soit clair. Que tous les politiciens de la Côte d'Ivoire entendent ce message. On vient, on parle, on rit, mais on a déjà pris tout le dispositif qu'il faut. Et cette fois-ci, aucun Ivoirien comme le vieux Bamba, aucun Ivoirien comme Toussaint ne tombera et son mort restera impuni. Et tous les politiciens qui sont des promoteurs de la violence, vous allez perdre votre vie ce jour-là, mais aussi avec toute votre famille. Soyez-en rassurés, parce que ça sera chose effective. On a déjà préparé les cœurs à cela, on a préparé les mains à cela, et ils seront rudes et impitoyables. Chers frères, c'est ce que j'allais dire pour ajouter. Merci beaucoup, puis je laisse à l'écoute. Merci infiniment à vous, et je vous souhaite un excellent repos, et bonnes choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR, armés, ont cassé, ont brûlé. S'ensuit une litanie de crimes que le président Gbagbo attribue en bloc aux militants du RDR, en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. Oui, vous avez bien entendu, il a été égorgé. Ces paroles du président suffisent. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Quand la police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois. Ils me lançaient des coups de poing, ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sec, prendre comme on appelle un matra, mettre dans le sec d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Est-ce que ça c'est notre problème? Hein? Imbécile là, ton yéné là, imbécile, et casse ton yéné là. Il écarte les jambes, il met le sable dans mon sec, on prend le matra, on met dans mon sec, on me tape dans le sec. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirienne, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour ça Oui. qu'on vous en veut? Oui, parce que je suis Djoula. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne est ivoirienne, telle personne est Djoula, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Gbagbo que tout se passe en Côte d'Ivoire. Et mais je dis que ça continue toujours. Et en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était la même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, on avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. La presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein, il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement, tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée.
Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela.